OK. Charles-Marie va nous rejoindre. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est. Je Donc, remets le partage. repartager le document. Est-ce que vous voyez le défilement de slides peut-être? Oui, ça y est. C'est parfait, donc merci Catherine pour cette introduction Bonne et réunion. merci Catherine et merci à vous les participants, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour discuter du sujet de ce webinaire, avec les élections qui approchent finalement dans à peu près un mois et la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts chez les élus locaux sont un sujet d'actualité qui, on le verra, a été modifié de manière substantielle par la loi Gatel de décembre 2025, pardon. Donc, si certains d'entre vous étaient présents au dernier webinaire que l'on a fait en novembre, vous verrez qu'il y a beaucoup de modifications et beaucoup de différences finalement par rapport au précédent sur la nouvelle réglementation. Donc aujourd'hui, je vous propose le sommaire suivant et le programme que vous avez sous les yeux. En premier lieu, on verra notamment ce qu'a modifié la loi Gatel du 22 décembre 2025, ses implications, ses conséquences, ce qu'il en est en termes pratiques pour les élus et ce qu'il faudra retenir sur ce point. En second lieu, on tentera ensemble d'identifier et d'anticiper des situations à risque. Je vous proposerai également des cas pratiques, des sortes de checklists que vous pourrez utiliser et qui, je pense, pourraient être pertinentes dans la vie de tous les jours de votre collectivité pour anticiper les élections, mais également après celles-ci. En- Dans un troisième point, finalement, on verra ensemble les obligations déontologiques des élus, notamment tout ce qui se rapporte à la déontologie, mais également aux déclarations d'intérêt, avant de voir ce qu'il en est au regard d'un nouveau délit de prise illégale d'intérêt en 2026, donc qui a été modifié par la loi de décembre 2025 et qui, comme vous le verrez, comporte de nouveaux éléments et modifie de manière substantielle l'ancien régime. Et enfin, en cinquième point, vous le verrez dans le support, ce sera la présentation du service rural consult avec tous nos services juridiques, financiers, subventions, etc., qui seront à la toute fin de ce support. Donc, voici la présentation. On va maintenant passer à la première partie de ce webinaire. Alors, en amont, j'ai d'abord voulu vous présenter des exemples de questions posées au service pour que vous puissiez voir, si vous n'êtes pas forcément familier avec le service d'information juridique au téléphone, quel type de questions vous pourriez poser et quel type de réponses on pourrait vous apporter. Donc ici, ce sont des questions en lien sur ce webinaire. J'ai pu en lister certaines qui sont arrivées les dernières semaines, les derniers mois et pour lesquelles on a pu donner des éléments de réponse précis et détaillé à l'adhérent et à la collectivité en question. Donc, je vais vous les lire rapidement. La première, c'était dans quelle mesure la participation aux réunions préparatoires ou à des échanges informels tels que des réunions techniques, des mails, des commissions, pourrait-elle suffire à caractériser une situation de conflit d'intérêts, et ce, même si l'élu n'a pas voté sur la fin. Euh, Voici un exemple de question. Une autre question qui nous a été posée, c'est le fait d'être simple actionnaire minoritaire d'une société qui a un lien avec la collectivité, eh bien, est-ce que ce lien, cet actionnariat, pardon, impose systématiquement un déport, y compris lorsque l'élu n'exerce pas de rôle décisionnel dans l'entreprise? Troisième exemple de question, c'est est-ce qu'un élu peut également présenter ou défendre un dossier en séance avant de se déporter au moment du vote? Ou eh bien, est-ce que cette participation suffit-elle à caractériser une influence prohibée? On le verra, la loi de 2025 a changé la donne sur la matière. Il y a une sorte de souplesse apportée, même si bien sûr, il faut toujours rester prudent en la matière. Quatrième exemple de question, c'était notamment comment apprécier le risque de conflit d'intérêt lorsque l'intérêt personnel est indirect, futur ou incertain. Par exemple, lorsque l'on parle de la valorisation potentielle, mais non pas encore garantie d'un bien, ou encore les retombées économiques qui ne sont pas garanties et qui restent incertaines finalement. Et enfin, dernier exemple de question, c'est quelle est la conduite à tenir lorsqu'un doute apparaît après la délibération, que le vote a déjà eu lieu? Peut-on corriger la donne finalement? Existe-t-il des mesures qui permettraient de sécuriser juridiquement la décision a posteriori? Donc, tous ces éléments que l'on verra durant notre webinaire, c'était pour vous montrer le type de questions que vous pouvez nous poser
au téléphone, mais également par écrit, en mail, pour que l'on puisse vous rappeler par la suite. Donc n'hésitez pas, c'est sur ce domaine, et c'est également sur des questions en marché public, en urbanisme, sur les élections en général. Donc voilà, nous avons un service assez large sur ce point si vous avez besoin d'une aide juridique. Maintenant, si l'on entre dans le vif du sujet donc le sujet de notre webinaire, la déontologie. Donc il convient d'abord de définir ce terme. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la déontologie? Eh bien, le terme de déontologie va se référer à l'ensemble des règles et des devoirs qui vont régir l'exercice d'une profession ou d'une fonction, et ce terme vise au respect des bonnes pratiques. Donc, concrètement, on peut détailler finalement les objectifs et les effets de la déontologie. La déontologie va assurer l'impartialité et l'éthique dans les processus décisionnels, avec un aspect de transparence, mais elle va également consolider la légitimité des élus, ainsi que la confiance du public, puisque finalement ce dernier aura la certitude que les élus prennent leurs décisions de manière impartiale et éthique, d'où l'importance de cette notion. De plus, elle impose et normalise, standardise finalement le respect de standards de conduite spécifiques à la fonction élective, finalement par rapport au rôle de l'élu local, mais elle garantit également des décisions équitables et éthiques qui vont renforcer la légitimité de l'élu local. De plus, ce n'est pas qu'une notion abstraite, puisqu'elle répond à des impératifs législatifs, donc les lois Sapin, les lois de transparence de 2013 et la loi Gatel de 2025, que l'on verra en détail tout au long de ce webinaire. Et enfin, c'est un mécanisme de prévention des controverses et des situations de conflit d'intérêts, finalement, afin de prouver sa probitude et l'absence d'opposition d'intérêt, de conflit d'intérêt ou de prise illégale d'intérêt, des notions que l'on définira par la suite durant tout ce webinaire. Quels sont les objectifs, finalement, de notre support et de la question de la déontologie et de l'anticipation des possibles conflits d'intérêts pour les élus locaux, pardon? Eh bien, l'objectif général de ce webinaire est notamment de garantir la maîtrise des enjeux qui sont inhérents à la gestion des conflits d'intérêts pour les élus locaux. Donc, concrètement, c'est assurer la transparence ainsi que la préservation de la confiance publique. Les points clés sont les suivants. On aura notamment la définition du conflit d'intérêts que l'on verra par la suite et qui a été modifié par la loi Gatel. Donc un conflit d'intérêts se caractérise par toute interférence entre un intérêt public et un intérêt privé susceptible d'affecter ou de paraître affecter l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc on verra là encore par la suite ce qu'est un intérêt privé, ce que veut dire susceptible d'affecter ou d'interférer, mais voici la définition générale. L'enjeu, finalement, c'est de se rappeler que l'impératif de transparence reste essentiel au maintien de la confiance des citoyens dans la gouvernance territoriale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le fait qu'une gestion inappropriée de conflits d'intérêts peut entraîner des conséquences importantes, graves et sérieuses, à la fois sur le plan juridique, mais également réputationnel, ainsi qu'opérationnel. Donc, il peut y avoir une responsabilité pénale, une responsabilité administrative, une question de réputation finalement un peu plus vague, mais tout aussi réelle, mais également opérationnelle, des difficultés à prendre des décisions du fait de ces conséquences et peut-être un manque de confiance qui en est justement cette conséquence. Donc, nous avons vu les objectifs. Nous allons maintenant évoquer la loi Gatel qui a été prise en 2025 et qui notamment a pour effet d'étendre une protection fonctionnelle. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est un impact finalement important de cette loi. C'est le fait que la protection fonctionnelle est désormais une nouveauté importante ici, accordée de plein droit à tout élu local qui est victime de violences, de menaces ou d'actes d'intimidation, et ce en lien direct avec l'exercice de son mandat. Donc, il y a un lien qui est demandé, c'est le lien direct avec l'exercice de son mandat pour justifier finalement l'octroi de la protection fonctionnelle, mais ce sans appréciation discrétionnaire préalable de la collectivité, donc un mécanisme de simplification ici. De plus, la loi Gatel innove également ici, puisque pour ne pas pénaliser les communes les plus exposées mais également celles qui disposent de moyens limités,
notamment budgétaires, eh bien, l'État va prendre obligatoirement en charge les primes d'assurance qui sont liées à la couverture de ces risques pour les petites communes concernées, puisque comme on le sait, il y a de nombreuses difficultés par rapport au marché public d'assurance du fait de la hausse des primes, à la fois pour les collectivités, pour trouver des assureurs, mais également pour supporter ces coûts budgétaires. Donc finalement, ce coup de main de l'État est bienvenu et permet voilà, à la fois d'avoir un côté opérationnel assez étendu de la protection fonctionnelle et d'en assumer les frais budgétaires. De plus, et c'est un point également important, le bénéfice de la protection fonctionnelle sera explicitement étendu aux conjoints et aux enfants de l'élu, notamment lorsque ceux-ci font l'objet de menaces directes ou de pression en raison du mandat exercé. Donc concrètement, si l'on menace ou si le conjoint d'un élu se voit menacé à cause d'une décision de ce dernier, ou d'une absence de décision justement qu'on ne lui reprocherait, eh bien la protection fonctionnelle lui sera appliquée et accordée de plein droit non seulement à cet élu, mais également à son conjoint s'il a fait l'objet de menaces ou de pression sur ce point, et éventuellement à ses enfants. De plus, il y a une situation d'urgence qui est indiquée par la loi Gatel. Donc concrètement, cela veut dire que la procédure est substantiellement simplifiée et elle permet l'octroi immédiat de la protection fonctionnelle, et ce, sans attendre l'adoption préalable d'une délibération, afin d'assurer une protection rapide et effective. Donc, il n'y a pas besoin de convoquer un conseil, de faire voter les élus et de leur demander de se prononcer sur ce point, mais l'octroi immédiat de la protection fonctionnelle est désormais possible, sous réserve que ces conditions soient réunies, donc violence, menace, intimidation, avec un lien direct à l'exercice de son mandat pour l'élu, mais également éventuellement pour sa famille, s'ils sont concernés par ces actes. C'était un premier point de la loi Gatel, il y en aura d'autres, on le verra par la suite. Si on revient sur le conflit d'intérêts, on a la loi principale qui était la loi du 11 octobre 2013, mais qui justement a été modifiée par la loi Gatel de décembre 2025. Concrètement, et vous pourrez le retrouver dans la loi, la définition est la suivante. Au sens de la législation en vigueur, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé, susceptible d'altérer ou de paraître altérer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc, si on reprend la définition présentée sur ce point, on va tenter d'analyser finalement chaque point avant de le refaire finalement dans les prochaines slides que vous pourrez retrouver dans le support. Concrètement, un conflit d'intérêt donc est défini comme l'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé, qui est susceptible d'altérer ou de paraître altéré. Donc là, c'est un point particulier, même s'il n'y a pas d'altération en tant que telle. Si on considère que celle-ci est possible, vraisemblable ou possible, on peut être dans le cadre du conflit d'intérêts et rendre finalement impossible l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction locale, et donc être constitué comme un conflit d'intérêts. Je vous ai présenté des illustrations concrètes en dessous. Donc on aura des intérêts qui peuvent être financiers. On aura également, je vous proposerai des cas pratiques plus tard qui reviendront un peu sur ce type d'hypothèse. Mais concrètement, ces intérêts financiers peuvent être la participation capitale d'une société locale qui serait éventuellement candidate, voire attributaire à un marché public de la commune pour lequel l'élu est maire, par exemple. Mais ça peut être également un engagement contractuel avec des entités qui seraient liées à la collectivité, par exemple avec des associations, ou encore la perception de rétribution qui émane de partenaires de la commune. Et là encore, ça peut être un danger sur ce point. De plus, ça peut être des liens personnels, cet intérêt privé, notamment des relations familiales ou d'amitié étroites avec des acteurs économiques. Ici, on peut penser à un conjoint qui exercerait des fonctions de direction au sein d'une entreprise soumissionnaire à un marché public. Donc, c'est l'exemple classique pour lequel il y a beaucoup de jurisprudence. Mais on peut également penser à un mandat et à des fonctions externes, par exemple une activité ou des responsabilités de direction au sein d'organisations qui seraient susceptibles de générer un avantage personnel. Par exemple, une association dirigée par un élu, également président d'une association qui bénéficierait d'une subvention
de la même commune rentrerait éventuellement dans le cadre du conflit d'intérêts, qui a plusieurs conséquences sur ce point. Donc c'était pour vous présenter un panorama, d'illustration concrète de ce que peut être un intérêt privé, qui peut altérer ou paraître altérer l'exercice indépendant de l'intérêt public et qui empêche, heu, donc cette indépendance, cette impartialité et l'objectif de la fonction au regard de l'intérêt général. Regardons maintenant qui sont les élus concernés. Les élus concernés, donc on parle ici de l'ensemble des élus, à la fois les maires, mais également les adjoints, les «simples conseillers municipaux» entre guillemets et les conseillers communautaires. Sur ce point, on peut également rajouter les délégués syndicaux, des syndicats mixtes ouverts ou fermés sur ce point, mais également les membres du CCAS. De plus, il y a une attention particulière qui est requise au sein des petites et des moyennes collectivités, heu, notamment du fait de la démographie et peut-être de la fréquence accrue des relations personnelles étroites, puisque s'il y a un nombre d'habitants, qui n'est pas très élevé, il y a plus de chances finalement que beaucoup de gens se connaissent entre eux, que le maire finalement soit ami, pourquoi pas, avec un artisan qui est éventuellement, voilà, tributaire d'un marché public et qui donc augmente le risque par rapport à une grande ville finalement, où les relations sont peut-être plus anonymes et restreintes. Une spécificité de la loi Gatel, c'est notamment le fait que des dispositions spécifiques existent notamment, pour les remboursements, pour les aménagements et qui sont prévues afin de faciliter l'exercice du mandat pour les élus en situation de handicap ou pour des étudiants. Donc ça, c'était un petit point de précision sur ce qu'apporte la loi Gatel. De plus, on verra également les conséquences potentielles d'une gestion inappropriée du conflit d'intérêts. Donc, comme vous pouvez le voir, les conséquences sont sérieuses, voire graves. Donc, on parle à la fois des conséquences sur les actes et des libérations prises en tant que telles, en présence d'un conflit d'intérêts. Donc concrètement, on peut aller jusqu'à l'annulation de ces actes et de ces délibérations. Concrètement, ça est considéré comme une décision qui a été viciée par un conflit d'intérêts qui se trouve avéré. Eh bien, cette décision est susceptible d'annulation par la juridiction administrative compétente. De plus, des sanctions pénales sont envisageables, puisque l'élu ou l'agent concerné s'expose aux peines prévues par l'article L 432-12 du code pénal que l'on verra par la suite dans la quatrième partie, et les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende pour la prise illégale d'intérêt. Voilà, d'où la gravité finalement d'une possible, d'un conflit d'intérêts qui se trouverait avéré par le juge administratif. On a également un préjudice dit réputationnel. Concrètement, c'est le fait que la confiance des administrés ainsi que des parties prenantes, eh bien, celle-ci risque d'être altérée et impacterait la légitimité des actions publiques, ainsi que les perspectives de renouvellement du mandat électif, donc concrètement des élections. Ça, c'est un panorama rapide finalement des conséquences, d'une gestion inappropriée. Et je vous présente ci-dessous une illustration. Concrètement, on peut imaginer la situation suivante. Une décision qui est relative à l'attribution d'un marché public à une entité liée à l'un des décideurs, eh bien, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux initié par des citoyens ou des tiers type entreprises, concurrentes qui avaient un intérêt finalement à la passation de ce marché public. Et concrètement, les conséquences peuvent être celles que l'on a présentées, donc annulation du marché public en tant que tel, s'il y a un conflit d'intérêts qui est indiqué, éventuellement sanction pénale si le délit de prise illégale d'intérêt est défini, et bien sûr un préjudice réputationnel sur la réputation de la commune, sur la réputation des élus et des parties prenantes à cette décision. Concrètement, je vous propose une recommandation, je vous en proposerai également par la suite, que vous pourrez retrouver dans le webinaire, mais concrètement, c'est notamment d'établir et de maintenir des registres internes pour formaliser et tracer les mesures de déport, ainsi que les déclarations d'intérêt, pour que vous conserviez finalement des éléments de preuve en cas de contentieux ou de demande d'informations sur ce point. Maintenant, je vais vous présenter une dichotomie des conflits d'intérêts. Donc comme on a vu, il y a plusieurs types de conflits d'intérêts. Le conflit d'intérêts, finalement, c'est un intérêt privé qui peut être personnel. Donc encore une fois, c'est lorsque l'élu se trouve dans une situation d'interférence entre l'intérêt public et un intérêt ici privé personnel de nature à influencer ou éventuellement influencer l'exercice de ses fonctions.
Donc là, ces conflits d'intérêts, ce serait notamment un intérêt personnel, finalement financier. C'est souvent le cas en jurisprudence lorsque les élus sont condamnés, mais ça peut également être un intérêt familial, finalement. Je vous ai présenté des jurisprudences que vous pourrez retrouver, mais un intérêt familial, ce serait notamment lorsque on se trouve dans des situations dans le cas des liens familiaux étroits. Donc on parle ici classiquement finalement de conjoints ascendants et descendants, même s'il n'y a pas de définition stricte. En soi, on pourrait être aux cousins, aux grands-parents, aux petits-enfants, etc. Eh bien, lorsque ces liens familiaux étroits sont susceptibles d'influencer ou de paraître influencés, toujours le critère de la définition, la décision publique, et ce, même en l'absence de bénéfices personnels directs pour l'élu, comme l'a jugé le Conseil d'État en 1990. Vous avez la référence juridique. Donc concrètement, même si l'élu n'a rien tiré financièrement de la décision, mais que celle-ci a profité, prenons l'exemple de son conjoint, eh bien on est toujours dans le cadre d'un conflit d'intérêts qui peut être qualifié, qui peut être condamné, et même si le profit a été tiré de manière indirecte, non pas par un élu, mais par un conjoint de l'élu. Et de plus, on aura un type de conflit d'intérêts finalement qui peut être à la fois patrimonial, commercial ou professionnel selon son appellation. Mais concrètement, ce sont les hypothèses où l'élu exerce ou a exercé dans le passé ces types d'activités et détient justement des intérêts patrimoniaux en lien avec l'objet de la décision qui serait susceptible d'altérer ou de paraître altérer son impartialité. Donc là, concrètement, ce serait des parts dans une entreprise alors même qu'il aurait quitté finalement des actions qu'il conserverait, par exemple, qui seraient concernées par l'attribution d'un marché public. Donc là, on serait clairement dans un conflit d'intérêts patrimonial ou professionnel, d'où les recommandations à prendre sur ce point. Concrètement, ce qui change avec la loi Gatel, ce sont trois axes majeurs. On aura notamment la fin de la distinction public-public, puisqu'auparavant, peut-être le savez-vous, eh bien, il y avait une distinction antérieure entre intérêt public concurrent. Finalement, un élu qui était également membre d'une autre collectivité, eh bien, on considérait qu'il pouvait toujours y avoir un conflit d'intérêt dit public-public. Eh bien, la loi Gatel va mettre un terme, pour la plus grande partie de ce point, un terme donc à cette distinction antérieure et va unifier finalement le conflit d'intérêts qui est désormais fondé sur l'existence d'une interférence entre intérêt public et intérêt privé, ainsi donc indépendamment de la nature publique ou parapublique des acteurs concernés. Donc on verra, il y a notamment une exception pour la passation de marchés publics, où il peut toujours y avoir un conflit d'intérêt public-public, mais pour la plus grande majorité de ces hypothèses, eh bien, il y a une fin au principe de ce possible conflit d'intérêt pour privilégier des conflits d'intérêts purement privés et publics. De plus, on a également un resserrement de la portée d'infraction pénale, puisque le législateur, fin 2025, a voulu, de par cette loi, recentrer donc le délit de prise illégale d'intérêt, on le verra par la suite, sur les seules situations dans lesquelles l'intérêt privé est de nature à altérer concrètement l'impartialité de l'élu, afin de limiter les poursuites au cas d'influence réelle et démontrée. De plus, on aura également une sécurisation du statut des élus désignés. On l'a vu auparavant, notamment sur la protection fonctionnelle, mais cette réforme vise à protéger les élus désignés ou représentant la collectivité dans les organismes extérieurs, notamment en clarifiant les conditions dans lesquelles l'exercice de ces fonctions ne caractérise pas par lui-même une situation qui serait pénalement répréhensible. Donc ça, ce sont les trois points disons, majeure sur la modification de la loi Gatel. Ce qui nous amène à la fin de notre première partie. Voilà, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'un conflit d'intérêts peut être réel ou simplement apparent, mais dans l'un comme dans l'autre cas finalement, il doit être identifié, anticipé et formellement géré, notamment afin de préserver la légitimité juridique et démocratique des décisions publiques et les conséquences afférentes à une qualification finalement concrète de conflit d'intérêt. De plus, la transparence des situations et la récusation effective de l'élu concerné constituent les principaux leviers de prévention qui permettent de limiter les risques contentieux, le risque pénal, le risque réputationnel pour la collectivité et ses représentants. Et je vais maintenant regarder les questions. Donc à chaque fin de partie, je regarderai si vous avez des questions pour tenter
et d'y répondre. Alors, il n'y a pas, cher Marie, de questions pour l'instant. Encore de questions, très bien. Bah, Donc, c'est je te propose de continuer et voilà, n'hésitez pas, messieurs et mesdames, à poser vos questions, même sur la première partie. De toute manière, on prendra le temps d'y répondre par la suite. exactement. Et n'hésitez pas, si vous, voilà, si vous vous rendez compte que vous vouliez poser une question, vous pourrez nous la poser dans l'après-midi, demain, la semaine prochaine, au téléphone ou par mail, on pourra vous répondre sur ce point. Donc, je vais passer à la seconde partie qui nous amène à identifier et anticiper des situations à risque. Donc, quelles sont ces situations à risque? Et ces situations à risque, comment les anticiper au mieux finalement? Là encore, même principe, quels sont les objectifs de l'anticipation? Eh bien, c'est notamment de prévenir des conflits avant, pardon, qu'ils ne surviennent, pour protéger la fonction publique et notamment éviter des erreurs involontaires certes, mais qui auraient des conséquences importantes, comme on a vu au préalable. Donc ici, on a des références, notamment du guide de la Haute Autorité sur la loi 3DS, qui reste à jour finalement sur l'anticipation et qui est disponible sur le site officiel, puisqu'une modification a été faite en prenant en compte la loi Gatel. Donc c'est une première référence intéressante et plutôt exhaustive. Et finalement, la question se pose de pourquoi anticiper en dehors de l'objectif. Eh bien, c'est pour éviter finalement les sanctions, pardon, juridiques et administratives, pour préserver la confiance des citoyens et bien sûr pour simplifier la prise de décision en identifiant pardon, les risques en amont. Donc ce n'est pas qu'une protection juridique pénale, c'est également une anticipation qui permet de préserver la confiance des administrés, mais également un avantage opérationnel puisqu'on décide plus rapidement avec une matrice finalement, avec des questions que l'on se pose à chaque fois avant la décision et qui permet d'agir plus vite tout en sécurisant la prise de décision. Ici, on va évoquer une notion d'élu intéressé, qui est distincte du conflit d'intérêts, comme on l'a vu, défini dans la loi du 11 octobre 2013 et modifiée par la loi Gatel de 2025 et qui est également distincte, de la prise légale d'intérêt définie dans le code pénal, mais qui nous intéresse également. Concrètement, l'élu intéressé est défini dans le CGCT à l'article L. 21-31-11 donc du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Et la définition est la suivante: est considéré comme élu intéressé tout membre de l'organe délibérant qui entretient un lien personnel, financier, familial ou de toute autre nature avec l'affaire soumise à délibération, dès lors que ce lien est susceptible d'influencer ou de paraître influencer la décision. Et concrètement, cet article indique que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire, qui ont fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'un élu, finalement, prenons l'exemple d'un maire qui serait actionnaire, dirigeant, voire même simple salarié d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, eh bien, dans cette situation, sa participation à la délibération, son vote est de nature à entacher la légalité de la décision adoptée. Elle le qualifie comme élu intéressé. Donc concrètement, il devra se retirer des débats, il ne devra pas voter, il devra éviter toute influence finalement sur ce point à l'ordre du jour. Ici, je vous présente des situations dites courantes, d'élus intéressés, c'est celles que l'on revoit de plus finalement à la fois lorsque l'on traite les questions par téléphone durant notre service, mais également lorsqu'on recherche des jurisprudences sur ce point. Donc l'exemple, «parfait» entre guillemets, c'est notamment, la question de la commande publique. Ici, on parle de marché public, mais plus généralement, on peut étendre cela aux délégations de services publics également. Donc une situation d'élu intéressé serait caractérisée ici lorsque l'attribution d'un marché public bénéficierait à une entreprise avec laquelle l'élu entretient un lien personnel, professionnel, notamment par une participation au capital, donc s'il est actionnaire, par l'exercice d'une activité professionnelle, donc s'il n'est pas actionnaire mais qu'il est simple salarié, ou par l'emploi d'un membre de sa famille, donc s'il n'est pas actionnaire, s'il n'est même pas salarié, mais que par exemple son épouse l'est et peut tirer un avantage, même indirect, à l'attribution de ce marché public par la commune pour lequel il est élu. De plus, on a d'exemples des subventions associatives. Donc le risque de conflit d'intérêts se retrouvera également avéré, eh bien, lorsque la collectivité financera une association dirigée
administré ou étroitement lié à un membre de la famille d'élu ou à un proche, et ce, même en l'absence de rémunération directe. Donc, le lien évident, c'est notamment si l'association est dirigée directement par l'élu, là, ça saute aux yeux, mais c'est également si s'il y a une participation indirecte, finalement, de l'élu, qui ne serait pas forcément président, mais qui aurait tout de même un pouvoir décisionnel dans l'association, ou de manière encore plus indirecte, comme on a vu, si c'est un membre de sa famille ou un proche de manière générale, et bien là encore, on considère qu'il peut être en situation d'élus intéressés. Donc on a vu les marchés publics, on a vu les subventions, on a vu également, on verra à l'instant, donc les emplois, bien sûr, l'embauche de proches, que ce soit au sein de services municipaux ou même chez les prestataires de la collectivité, eh bien c'est particulièrement sensible, même s'il n'y a pas d'interdiction de principe générale et absolue, par nature, il y a une grande sensibilité qui nécessite une vigilance renforcée et, le cas échéant, un déport qui sera formalisé et tracé. Je vous propose également un conseil opérationnel. Donc, c'est de recommander, il est recommandé de vérifier systématiquement l'existence de liens potentiels avant chaque délibération et de saisir le référent déontologue en cas de doute. On parlera du référent dans la troisième partie notamment, afin de sécuriser juridiquement la décision et de prévenir tout risque contentieux ou pénal. Maintenant, si l'on repart sur l'opposition d'un intérêt privé à un intérêt public. Définition de l'opposition d'intérêt. Il y aura une opposition d'intérêt lorsque les intérêts personnels, on l'a vu, professionnels, patrimoniaux, notamment du maire ou d'un adjoint, mais pas que, entrent en contradiction directe ou indirecte avec les intérêts de la collectivité, et ce, de nature à compromettre l'exercice impartial ou objectif de ses fonctions. Ici, un exemple, c'est notamment si un maire se retrouve personnellement impliqué dans un litige contre la commune, eh bien, dans cette hypothèse, notamment le cadre d'un contentieux fiscal ou domanial, ou lorsqu'il cumule des fonctions incompatibles, telles que la présidence d'une association qui bénéficierait de subventions municipales, on serait dans le cadre d'un intérêt privé qui s'opposerait à un intérêt public, puisque ici, si on reprend les hypothèses, c'est un contentieux fiscal, par exemple par rapport à sa propre taxe foncière, domanial, peut-être par rapport à une question d'urbanisme ou d'occupation du domaine public, ou encore la présidence d'une association, ou encore, comme on a vu, l'attribution d'un marché public. Tout ça, finalement, prouverait l'opposition d'un intérêt privé à un intérêt public, et donc éventuellement la qualification d'un conflit d'intérêts. Pour cela, il y a toujours des mesures préventives. Donc voici celles que l'on peut évoquer. On aura notamment une auto-évaluation préalable en amont, avant la décision. Ici, on ne peut que vous recommander finalement de procéder avant chaque délibération à une auto-évaluation systématique des liens personnels, familiers, professionnels ou patrimoniaux qui seraient susceptibles d'interférer avec l'objet de la décision, notamment au moyen d'une checklist dédiée. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement se demander, lorsque, par exemple, vous recevez l'ordre du jour de la convocation du conseil municipal, si vous êtes élu, faire une sorte d'auto-évaluation. Est-ce que vous avez des liens personnels avec ce qui sera voté, si c'est l'attribution d'un marché public, d'un contrat de partenariat, d'une subvention, etc. Est-ce que vous avez des liens familiaux peut-être? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez des liens professionnels ou patrimoniaux? Donc finalement, toutes ces questions qui permettent en amont finalement d'évacuer au maximum les risques de conflit d'intérêts et d'interférence finalement pour éviter tout contentieux post-décision qui est beaucoup plus risqué, qui est beaucoup plus sérieux puisque la délibération, le contrat ont déjà été signés. De plus, on a également la saisine du référent déontologue. Là, c'est en cas de doute sur l'existence ou sur la qualification d'un possible conflit d'intérêt, eh bien la consultation du référent déontologue permettra d'obtenir un avis indépendant et impartial qui contribuera à la sécurisation juridique de la décision à intervenir. Donc, en plus de l'auto-évaluation, on aura la possibilité de saisir et de demander son avis au référent déontologue, finalement, qui est là pour ça, comme on le verra dans la partie suivante. Donc, tous ces éléments, finalement, permettent de prévenir au maximum ces éléments. Et on a également des mesures de traçabilité, de formalisme ou de documentation
Ici, là encore, on ne peut que vous proposer finalement de tracer des récusations. Les déports d'élus, lorsqu'ils ne votent pas, parce qu'ils considèrent après une auto-évaluation ou après une saisine du référent déontologue qui n'ont pas la capacité pour voter de manière impartiale et éthique, et bien dans ce cadre, on peut tout à fait tenir des registres internes qui recenseraient les déports et les récusations, pardon, et qui constituera un outil essentiel de preuve, finalement, de documentation. Cette preuve permettrait de démontrer, notamment en cas de contrôle ou de contentieux, eh bien, la gestion effective et transparente des situations de conflit d'intérêts. Donc, si vous avez déjà une auto-évaluation, vous demandez à chaque délibération pour chaque point si vous êtes concerné ou pas. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez saisir le référent déontologue. Vous pouvez bien sûr appeler notre service si vous avez besoin de références juridiques, de jurisprudence, pour que l'on réponde précisément à votre question. Et ensuite, tracer au maximum, documenter le plus possible les déports, les conflits d'intérêts pour que vous ayez le maximum de preuves à votre disposition en cas de contrôle, de contentieux, éventuellement de demande d'administrer, de communication de documents par rapport à la CADA, et ce pour prouver que vous avez une gestion effective et transparente des situations de conflit d'intérêts. Toutes ces mesures préventives permettent de diminuer le risque juridique de contentieux et les conséquences pénales, juridiques, administratives, réputationnelles et opérationnelles. Maintenant, on va évoquer le référent déontologue. Alors, qui est ce référent déontologue? Quelle est sa mission? Comment est-il désigné? Quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ses fonctions? On va évoquer tout cela maintenant et on l'évoquera également en troisième partie. Donc, ce référent déontologue, ça peut être une personne physique unique, une simple personne, mais ça peut être également une sorte de collège collectif, et ce, à condition de respecter des critères stricts qui garantissent son indépendance. Donc, notamment l'absence de tout mandat électif. Bien sûr, le référent déontologue ne peut pas également être élu de la même collectivité, de même qu'il ne peut pas être agent de la collectivité sur ce point. On a ces deux critères. On aura également le troisième critère qui est l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours des 3 années précédant la désignation. Donc bien sûr, ça paraît évident, mais il ne doit pas lui-même avoir été en situation de conflit d'intérêts durant les 3 années qui précéderont sa désignation pour pouvoir être désigné comme référent déontologue. Donc on a vu, personne physique unique ou collège, pas de mandat électif, pardon, pas de qualité d'agent de la collectivité et pas non plus de situation de conflit d'intérêts au cours des 3 années qui ont précédé la désignation. Comment est-il désigné justement? Ici, on le voit, le référent déontologue est désigné par délibération de l'organe délibérant. Donc, cette délibération de l'organe délibérant va préciser la durée de son mandat, pour combien de temps finalement, les modalités de saisine et de rendu des avis, comment sera-t-il saisi, comment rendra-t-il ses avis, sous quelle forme, sous quel délai, etc. Mais également les moyens matériels mis à sa disposition. Est-ce que par exemple il aura un bureau, une salle, une sorte de permanence, du matériel informatique, une ligne téléphonique, quelle sera son adresse mail, etc. Et de plus, les conditions d'indemnisation, celles-ci pouvant aller jusqu'à 80 € par dossier ou selon les règles applicables au collège. Donc là, on voit des modalités de désignation, obligatoirement une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire qui le désignera, préciser la durée de son mandat, comment sera-t-il saisi, comment rendra-t-il ses avis, moyens matériels, comment va-t-il travailler finalement au quotidien, et enfin ses conditions d'indemnisation. Ici, des bonnes pratiques recommandées seraient notamment, afin de garantir une autonomie réelle et une impartialité effective, ce serait d'externaliser au maximum ce référent déontologue pour que justement il n'ait pas de lien direct ou personnel avec les élus locaux, qui ne les connaissent pas concrètement. Et si celui-ci est institué sous forme collégiale, eh bien de prévoir un règlement intérieur qui préciserait son fonctionnement
ces règles de délibération, d'avis, de consultation, de vote, etc. Donc, tous ces éléments qui permettent finalement de sécuriser les décisions, les avis du référent déontologue, ainsi que sa saisine par des élus. Quelles sont ces missions, concrètement? Donc, vous le voyez, c'est assez dense, vous aurez le support, ne vous inquiétez pas, dans l'après-midi ou dans la semaine. À quoi sert finalement le référent déontologue? Eh bien, le référent déontologue a pour mission de conseiller les élus sur les règles de déontologie, de probité ainsi que d'intégrité et de les accompagner dans l'identification, la prévention et le traitement de situations susceptibles de conflits d'intérêts ou des atteintes pardon, au principe de neutralité. Quels sont ces domaines d'intervention en dehors de ces missions générales de conseil sur la déontologie et la probité et l'intégrité? Eh bien, ces domaines d'intervention couvriront notamment les déclarations d'intérêts et de situations patrimoniales, les questions relatives au cumul d'activités ou et finalement des deux au respect des obligations légales, ainsi que le respect du secret professionnel et du devoir de discrétion dans l'exercice du mandat. Donc voici finalement son rôle et ses domaines d'intervention. Donc, rôle et mission de conseil sur la déontologie, probité et intégrité, identifier au maximum, prévenir le mieux possible et traiter au mieux ces situations et intervenir pour les déclarations d'intérêt, de situations patrimoniales ou les questions relatives au cumul d'activités et au respect des obligations légales. Là encore, une recommandation pratique, ce serait de essayer au maximum de saisir le référent déontologue dès l'apparition d'un doute, ainsi que de lui garantir des moyens matériels adaptés ainsi qu'une indépendance hiérarchique effective. Donc pourquoi le saisir? Donc comme on a vu par rapport à l'auto-évaluation, dès le moindre doute, finalement, dans la mesure du possible, essayer de lui demander son avis, à la fois pour vous protéger, vous, votre situation personnelle finalement en tant qu'élu, éventuellement intéressé, mais également les décisions de la collectivité et la sécurité juridique des contrats, des décisions, des subventions qui sont passées, mais également pour faciliter l'organisation et le fonctionnement de la collectivité du mieux possible. Donc on a également une autre recommandation, c'est de lui garantir des moyens matériels adaptés pour que son rôle ne soit pas anecdotique, pardon, mais qu'il puisse travailler du mieux possible avec des moyens adaptés finalement et confortables, ainsi qu'une indépendance hiérarchique effective. Donc ça paraît évident, mais voilà, qu'il n'y ait pas de pression implicite ou explicite sur ses avis pour qu'il puisse, de manière impartiale et crédible, se prononcer en toute intégrité sur l'existence ou non d'un possible conflit d'intérêts. Là encore, une possible anticipation, élément d'anticipation qui peut vous être utile, c'est de faire un registre des déports qui serait considéré comme une preuve matérielle de probité. De quoi parle-t-on d'abord? Donc, un registre des déports, ce serait un outil de traçabilité formalisé des décisions de retrait des élus lors des séances délibérantes et qui permettrait de consigner de manière précise les situations de récusation d'un élu de non-participation au vote. Donc, pourquoi ce serait une preuve matérielle de probité finalement? Eh bien, parce que ce registre présenterait une valeur probante significative devant le juge administratif. Pourquoi? Parce qu'il permettrait de démontrer l'absence d'influence de l'élu concerné sur la décision adoptée et de sécuriser la légalité de l'acte. Concrètement, si vous avez un registre des déports qui indique que l'élu X, parce qu'intéressé au motif Y, n'a pas participé au débat en commission communale, n'a pas participé au vote, s'est retiré pour ce point d'ordre du jour avant d'éventuellement revenir pour un point pour lequel il pouvait voter normalement, eh bien c'est une valeur probante qui indique à la fois que votre collectivité fonctionne bien, a bien compris finalement les règles de conflit d'intérêts, mais que de plus, vos décisions sont sécurisées, sont tracées, sont formalisées et permettent d'éviter finalement toute rumeur, pourquoi pas de l'opposition, d'administrer et de vous protéger en cas de contentieux avec un élément de preuve finalement directement disponible. Vous pourriez éventuellement sortir le registre pour la délibération de telle année, de tel mois et bien montrer finalement au juge administratif dans un mémoire en défense que le déport a bien eu lieu et que de plus, vous pouvez le prouver.
De plus, la centralisation des récusations au sein de ce registre donc, facilite le suivi des situations sensibles. Pour tel ou tel marché public important ou délégation de service public, on saura que tel ou tel élu n'ont pas voté. Et ça optimise en plus le travail du référent déontologue qui a une vision plus large finalement à long terme et qui lui offre une vision consolidée des déports opérés finalement pour qu'il puisse suivre lui-même sa propre activité. Et enfin, le registre pardon, des déports participe d'une démarche de transparence proactive à l'égard finalement des administrés, des groupes d'opposition et qui contribue à renforcer la confiance dans le processus décisionnel local. Donc ce n'est pas qu'un simple effet juridique finalement de preuve, un élément purement défensif, mais c'est également plus largement finalement un intérêt politique, démocratique, de transparence pour montrer aux administrés comment vous procédez, pourquoi pour certaines délibérations, des élus votent et pour d'autres ne votent pas, etc. Donc pour renforcer la confiance par rapport aux administrés. Donc ça, c'était le registre des déports. Je vais maintenant vous présenter des cas pratiques. Donc ici, imaginez la situation suivante. Voici le scénario qui est présenté. Un élu local participe au vote d'un marché public alors que sa société fournit les mêmes services que ceux du contrat. Il ne déclare toutefois pas ce lien et le marché est attribué à son entreprise pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh bien, ce scénario a les conséquences suivantes. Donc concrètement, on va tenter de le qualifier. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, c'est un élu qui participe au vote sur l'attribution d'un contrat de la commande publique, d'un marché public ici, alors que l'entreprise qu'il possède finalement ou dans laquelle il détient des intérêts est directement concernée par le contrat en question. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement? Eh bien, on sera ici dans un conflit d'intérêts réel finalement, et même pas apparent, mais finalement tout simplement réel et concret, sans finalement possibilité plausible de nier, dès lors que l'élu est susceptible de tirer un bénéfice direct de la décision adoptée, indépendamment de toute intention frauduleuse. Donc même si l'élu n'a pas lui-même voulu finalement personnellement s'enrichir, le fait d'avoir participé à ce vote constitue un conflit d'intérêt réel finalement et le fait encourir des risques concrets. Donc la participation de l'élu à cette délibération est de nature à entraîner bien sûr l'annulation du contrat, du marché public, éventuellement des demandes d'indemnisation de candidats qui auraient été évincés, expose l'intéressé à des éventuelles sanctions pénales et bien sûr peut porter une atteinte significative à la réputation de la collectivité ainsi que ses représentants. Donc, si la situation s'était présentée et que l'élu finalement s'était auto-évalué lui-même, il se serait déporté de l'ensemble de la procédure, débat et vote. Il aurait déclaré son intérêt au référent déontologue pour tracer finalement ce déport. Et la collectivité aurait pu désigner un autre élu, notamment pour assurer les débats, la conduite et la supervision de la décision, afin d'en sécuriser la légalité, surtout si l'on parle du maire ici. Donc voilà, c'était une proposition de cas pratique. Je vais vous en proposer également un second. Ici, c'est plutôt sur l'urbanisme, finalement, de l'aménagement et la construction. De quoi parle-t-on ici? Imaginons un maire qui vote sur un projet d'aménagement, euh, alors pardon, que son épouse travaille comme agent immobilier et pourrait bénéficier indirectement de la valorisation des terrains concernés. Donc, vote sur un projet d'aménagement, lui n'a pas d'intérêt direct, mais son conjoint est agent immobilier et donc pourrait éventuellement toucher des commissions sur l'aménagement en question, sur les ventes de terrain à des promoteurs, etc. Même raisonnement ici, on va décomposer le problème. Quel est le scénario? De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est un projet urbanistique qui est soumis à délibération, à un vote, alors même que l'épouse du maire exerce une profession qui est liée au projet et qui est directement impliquée à titre professionnel dans l'opération concernée par la décision. Pardon. L'analyse juridique est la suivante. Cette situation caractérise un conflit d'intérêts manifeste finalement, dès lors que la décision publique est susceptible d'être perçue comme influencée par un intérêt familial, et ce, même en l'absence de preuve d'un avantage personnel effectif. Donc même si le maire n'en tire rien,
L'intérêt familial existe toutefois, puisqu'on peut imaginer que son épouse aurait touché une commission en cas de vote finalement confirmé par l'Assemblée délibérante et auquel l'élu aurait joué un rôle finalement pour convaincre les autres élus de voter. Ce qui fait que les risques encourus, là encore, sont les suivants. La participation peut éventuellement, dans un cas extrême, aller jusqu'à des contestations qui émaneraient d'administrés, de l'opposition, voire au risque d'annulation simple du projet et de la délibération correspondante, donc des conséquences pratiques, financières finalement pour la collectivité du fait du coût de l'annulation d'un tel projet et des conséquences finalement assez sérieuses. Ici, la solution à mettre en œuvre, encore une fois, dans ce cadre d'identification de ces éléments, ça aurait été de se déporter de l'ensemble du dossier, de déléguer finalement la conduite de la procédure à un autre élu, là encore, si on parle du maire pour son premier adjoint, de formaliser la non-participation dans un registre interne, notamment pour le référent déontologue, afin de sécuriser juridiquement la décision et de préserver la confiance publique. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces cas pratiques, ça vous permet de décomposer, là encore, vous pourrez les retrouver dans le support pour voir à peu près comment est-ce que l'on peut procéder par rapport à une situation basique pour finalement tirer une sorte de squelette, donc détailler le scénario, l'analyse juridique, les risques encourus et la solution à mettre en œuvre. Donc là encore, on va revenir sur les risques, donc conséquences par rapport à ces deux cas pratiques. Éventuellement annulation par la juridiction compétente dès lors que la participation d'un élu aurait affecté concrètement la légalité de l'acte. Responsabilité pénale, là on le verra dans la quatrième partie sur le délit de prise illégale d'intérêt. Atteinte à la réputation, là encore plus difficile à saisir, mais tout autant réel sur ce point. Fragilisation finalement de la réputation de la commune, des élus, perte de confiance des citoyens, exposition médiatique négative dans la presse locale, fragilisation durable de la crédibilité de la collectivité, donc des conséquences assez importantes et difficilement rétroactives finalement, puisque ce type d'atteinte à la réputation est quelque chose dont il est difficile de se tirer ensuite. Recommandations opérationnelles, là encore, c'est mettre en place éventuellement des formations régulières à destination des élus, sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, notamment suite aux élections, si de nouveaux élus finalement qui ne l'étaient pas avant ne connaissent pas forcément ce qu'il en est pour les conflits d'intérêts, donc qui n'ont pas forcément d'intérêt frauduleux sur ce point, mais que tout simplement ils sont ignorants au sens strict du terme sur ce qui est un conflit d'intérêts. On peut mettre en place des formations sur ce point, plus ou moins rapides finalement pour qu'ils comprennent les bases. Vous pouvez bien sûr appeler notre service juridique pour plus de précision dès que vous avez un doute. Vous aurez le référent déontologue, etc. Donc toutes ces formations permettront de réduire les risques juridiques et d'instaurer une culture partagée de la déontologie. Ce qui nous amène à la synthèse de notre deuxième partie. Donc ici, l'anticipation des situations de conflit d'intérêts constitue un levier essentiel de sécurisation du mandat, permettrait de préserver la légalité des décisions prises et renforcer durablement la confiance du public. Donc, je vais regarder les questions. J'en vois plusieurs. Alors, je vais reprendre. Alors, je vais reprendre au tout début. Oui, donc on commence par Madame Stéphanie Sandonato. Au niveau de la protection fonctionnelle, si elle est désormais accordée de plein droit avec la loi Gatel, pourquoi une délibération est-elle toujours obligatoire? Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais justement, elle n'est plus obligatoire sur ce point. C'est justement cette procédure facilitée qui permet de l'accorder de plein droit. Donc voilà. Comment fait-on pour protéger la collectivité et l'élu qui est actionnaire d'une société qui postule à un marché public? Alors là, alors, comment fait-on pour protéger la collectivité et l'élu qui est actionnaire d'une société qui postule à un marché public? Donc concrètement, l'élu qui est actionnaire devra finalement indiquer, informer ses pairs de son intérêt dans la société, le fait qu'il est actionnaire. Bien sûr, ne pas participer au débat, à la CAO si on parle d'une CAO, et notamment éviter toute influence sur le vote des élus pour protéger l'élu, ce qui fait que la collectivité pourrait se prononcer en toute intégrité finalement sur ce point et procéder au vote
sur l'attribution du marché public. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. J'ai juste un doute sur la formulation de votre question sur la protection fonctionnelle de la délibération. Pour être bien sûr d'avoir bien compris, si vous pouviez peut-être appeler notre service plus tard pour ne pas vous dire de bêtises. Mais voici mes éléments de réponse. Donc, je vais maintenant passer à la question de Monsieur Patrice Gouraud. Bonjour, les liens familiaux pouvant avoir un positionnement de conflit d'intérêts vont jusqu'à quel niveau et degré? Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, conjoints mariés non pacsés. Et les beaux-parents sont-ils aussi considérés comme ayant un lien familial? Donc concrètement, il n'y a pas de définition de lien familiaux directement qui indiquerait que ce sont uniquement les ascendants et les descendants. Donc ce qui est jugé en cas de contentieux, finalement, c'est le lien réel, finalement, de la proximité. Donc théoriquement, on pourrait qualifier un conflit d'intérêt même si les beaux-parents sont concernés ou les grands-parents, voire des cousins, mais il y a tout de même un lien réel finalement qui est jugé. Si par exemple l'élu, comment dire, accusé entre guillemets, arrive à prouver qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence, puisque voilà, il ne parlait pas forcément à son cousin, qui ne connaissait pas ses activités professionnelles ou qu'il avait un marché public, on pourrait considérer que le lien familial est suffisamment distendu pour prouver un conflit d'intérêts. Donc voilà, il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas par rapport au lien réel qu'a déduit avec ce membre de sa famille. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Monsieur ou Madame Bonin, bonjour, un élu uniquement membre d'une association peut-il voter lors de l'attribution des subventions à cette association? Donc, il n'y a pas d'interdiction de principe. Il me semble qu'il y a une réponse ministérielle sur ce point qui indique avec une jurisprudence que la délibération n'est pas forcément annulée s'il est simplement membre d'une association. Cela étant dit, pour plus de sécurité juridique, il est très fortement recommandé qu'il ne vote pas, qu'il ne se prononce pas, qu'il ne participe pas au débat, tout simplement pour éviter un risque juridique inutile ici. Donc, même si pas d'interdiction de principe ou d'annulation automatique, si vous pouvez au maximum ne pas voter, puisque ce serait donner du grain à moudre à un possible contentieux et un risque asymétrique finalement. Une question de Monsieur Adrien Kempf. Parfois, dans un conseil municipal, la quasi-totalité des élus font partie d'une association. Dans ce contexte, comment gérer le vote de la délibération, attribuant des subventions aux associations? Donc là, c'est une situation un peu extrême finalement, où tous les élus feraient partie d'une association. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'une association en particulier, une seule, ou chacun serait dans une association mais distincte. Là, concrètement, il n'y a pas de solution idéale ou de texte voilà, qui traite spécifiquement de cette situation, mais au mieux, ce serait d'indiquer, de dévoiler finalement pour chaque élu une sorte voilà, de transparence, indiquer je fais partie de cette association. S'il peut se retirer très bien, sinon ce n'est pas idéal, ça reste fragile. Mais dans cette hypothèse extrême, il n'y a pas vraiment de solution directe. Donc, au mieux et au maximum, finalement, dévoiler de quelle association il est, indiquer qu'il n'est pas décisionnaire, qu'il n'est pas au conseil d'administration, qu'il est un simple membre, finalement, qui paye sa cotisation pour au moins diminuer le risque juridique, s'il n'est pas nul, qu'il soit tout de même assez basse. Une question de Madame Lucie Méradé. Si l'élu est membre du conseil d'administration, oui, d'une association parce qu'il représente la collectivité, il n'y a pas de conflit d'intérêt, même si la collectivité verse une subvention, tant que l'élu n'est pas rémunéré et n'a pas d'avantage particulier. C'est OK, oui, c'est tout à fait OK, vous avez bien compris. Donc, pas de rémunération, pas d'avantage particulier, il n'y aurait pas de conflit d'intérêt. Sur ce point, juste dévoiler le fait qu'il soit membre et finalement représentant dans d'autres délibérations, mais sur le principe, je ne vois pas d'opposition, donc vous avez bien compris le principe. Question de Monsieur Pascal Bergier. Un élu membre du conseil d'administration d'un EPIC peut-il participer à une délibération accordant une aide à ce même EPIC? Donc, justement, là, c'est une modification de la loi Gatel qui met fin pour la plupart au conflit d'intérêts public-public, donc le fait d'être maire est également membre d'une autre personne publique. Donc concrètement, il pourrait participer à la délibération sous réserve qu'il n'ait pas un intérêt personnel ou financier. Donc là, je ne pense pas que ce soit le cas, ou que l'on parle d'un marché public qui est l'exception. Donc si c'est une simple aide, sous réserve d'autres avantages voilà, qui ne seraient pas dévoilés ou qui ne seraient pas précisés, ce serait possible juridiquement. Alors, je vais tenter de répondre au maximum de questions possibles, vu qu'il reste deux parties. Dans la troisième, j'irai assez vite, vu que c'est surtout les intérêts patrimoniaux que vous pourrez retrouver ensuite par la suite.
Je vais prendre la question de Madame Malherbe. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a plus de situation de conflit d'intérêt imposant un déport physique de registre permettant de tracer les situations de déport matériel? Est-ce qu'un module dans un logiciel de gestion des délibérations pourrait faire office de registre pour suivre les dépôts? Alors, je vous confirme effectivement qu'il n'y a plus de situation de conflit d'intérêt qui impose juridiquement, textuellement un déport physique. Et oui, vous pourriez tout à fait utiliser une sorte de logiciel pour tracer ces éléments sur ce point. Alors, alors, je suis désolé, je vais peut-être pas avoir le temps de répondre à tout. Je vais quand même reprendre la question de Monsieur Patrice Bourreau. Donc, le référent déontologue peut-il être mutualisé entre plusieurs communes, voire auprès d'intercommunalités dont dépend la commune? Alors, je n'ai pas la réglementation en tête. Sur le principe, ça ne me paraît pas impossible, mais il faudrait que je regarde et que je vous le confirme dans l'après-midi. Si vous souhaitez nous appeler, vous nous posez votre question. Sur le principe, je dirais que c'est possible, mais sans certitude. Donc, il faudrait que je regarde ça cet après-midi en détail. Je vais prendre une dernière question, ensuite passer à la troisième partie, qui sera assez rapide. Question de Madame Laurence Lenoir-Escudier. Pour les déports, l'élu peut-il être présent à la réunion sans prendre part aux discussions ni au vote ou doit-il sortir? Donc il est fortement recommandé qu'il sorte, mais si ce n'est pas le cas, disons qu'il n'y a pas d'annulation automatique de la délibération. C'est quelque chose qui a été assoupli notamment par la loi Gatel, mais si possible pour éviter tout contentieux. Et si ce n'est pas trop compliqué matériellement, s'il le peut, ce serait préférable. Bon, je vais reprendre la troisième partie, obligation déontologique des élus. Ce sera assez rapide ici parce qu'on va notamment expliquer les références juridiques donc, que vous pourrez retrouver. Je vais privilégier plutôt vos questions concrètes. Donc là, comme on a vu, on a la charte de l'élu local, la loi du 11 octobre 2013 et la loi Gatel sur les fondements juridiques. Principes fondamentaux, on a vu impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Et ceci pour garantir un comportement exemplaire des élus locaux. La charte de l'élu local, elle sera due en séance en début de mandat pour l'installation. C'est une obligation. Là encore, vous pourrez la retrouver dans le CGCT. Donc, même si ce n'est qu'une simple comment dire, lecture en tant que telle, c'est considéré comme étant obligatoire. Donc, ne pas l'oublier pour l'installation du nouveau conseil municipal. Là encore, le rôle du référent déontologue, on l'a vu ici, c'était un rappel. Donc, je pense que vous avez pris connaissance de ces éléments. Maintenant, un peu plus précisément, les déclarations d'intérêt. Déclaration d'intérêt, donc là encore, vous pourrez les retrouver vu que c'est une situation assez spécifique. Déclaration d'intérêt des maires et présidents d'EPCI de plus de 20 000 habitants, adjoints et vice-présidents d'EPCI de plus de 100 000 qui disposent d'une délégation, avec un passage sur les présidents de sociétés d'économie mixte ou de sociétés publiques locales dont le chiffre d'affaires excède 750 000 euros. Donc on a un délai de déclaration d'intérêt qui est de 2 mois, une mise à jour nécessaire en cas de modification substantielle. Vous avez le lien que vous retrouverez dans le support si vous êtes concerné ou même seulement intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné. Vous verrez notamment dans le lien qu'est-ce qui doit être recensé, donc ensemble des activités, à la fois pour le déclarant, mais également pour son conjoint et partenaire. Donc, déclaration de situation patrimoniale sur ce point. C'est le même raisonnement, ce sont les mêmes critères finalement, donc là encore 2 mois. Faire une mise à jour, c'est une modification substantielle du patrimoine. Là encore, contenu de la déclaration, donc rapidement, on aura les biens immobiliers, les biens mobiliers, fonds de commerce et clientèle, biens détenus à l'étranger, tout le passif et l'actif, en sachant que ça ne comprend pas les biens appartenant aux enfants. Là encore, vous aurez le lien sur déclaration.hatvp.fr. Donc voici sur ce point les déclarations de situation patrimoniale. Là encore, vous aurez la procédure de déclaration, portée d'obligation, déclaration de situation patrimoniale. Voilà sur ce point. Vous aurez les biens immobiliers détenus, des comptes bancaires, des participations financières significatives. L'objectif poursuivi, finalement, c'est toujours le renforcement de la transparence sur la situation patrimoniale des élus, prévenir tout risque d'enrichissement illicite
Et voilà, exemple, c'est déclarer la détention d'un terrain, part sociale ou action dans une entreprise locale. Donc, je me permets de passer un peu plus rapidement vu que vous aurez toutes les informations et que la quatrième partie est particulièrement dense. Et je vais également essayer de prendre un maximum de questions que vous posez par écrit. Si je ne peux pas toutes les prendre, je vous inviterai à nous recontacter dès que vous le pouvez, finalement, par téléphone. Mes collègues et moi pourrons répondre. Donc, pour revenir à cette slide, sanctions pour manquement déontologique. Donc, il peut y avoir des avertissements à la fois par le référent déontologue, p- par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci peut être saisie. Éventuellement, en cas de situation grave, finalement, et sérieuse, on peut avoir des sanctions électorales, inéligibilité temporaire, voire définitive. Donc, ça peut aller assez loin sur ce point. Je vous invite finalement à regarder cela dans les slides que vous recevrez si vous êtes concerné et voir effectivement quelles obligations vous pourriez avoir sur ce point. Ici, je vais passer un peu plus en détail. C'est une nouvelle modification de la loi Catted, un seuil de 150 euros sur une nouvelle obligation qui est cadeau ou invitation d'une valeur supérieure à 150 euros. Eh bien, ceci doit faire l'obligation d'une déclaration au registre qui est prévu à cet effet, notamment pour une traçabilité. Donc voilà, même si on est supérieur à 150 euros, il faut les déclarer. Et c'est notamment, ça s'ajoute finalement à la loi Gatel, donc c'est interdiction de cadeaux compromettant l'indépendance. La loi prohibe de manière stricte les cadeaux en espèces qui seraient susceptibles donc, de compromettre l'impartialité de l'élu dans l'exercice de ses fonctions. Encadrement des invitations professionnelles. Ces invitations ne sont admises que lorsqu'elles présentent un lien direct et avéré avec l'exercice du mandat et obligation de conservation des justificatifs, donc pour ce déport, mais c'est également pour la haute autorité, pour le référent déontologue, etc. Donc dès que vous avez un avantage, un cadeau ou une invitation d'une valeur supérieure à 150 euros, là, il faudra la déclarer au registre prévu à cet effet, notamment pour des questions de traçabilité. Là encore, sur la déontologie et la communication numérique, faire attention sur ce point, puisqu'on pourrait trouver en cas de contentieux des traces de possibles conflits d'intérêts, notamment sur des publications d'élus, que ce soit des comptes personnels ou institutionnels. Ça se rapproche finalement de la communication préélectorale pour laquelle nous avons réalisé des webinaires sur ce point. Donc il faudra faire attention sur la distinction claire et constante entre les comptes personnels et les comptes officiels. Éventuellement les risques juridiques spécifiques, notamment en matière de diffamation ou d'injure publique, voilà, qui pourraient prouver finalement l'existence d'un conflit d'intérêts. Si par exemple un élu n'a pas à, comment dire, à accorder une subvention à une association pour laquelle il se trouve être ami avec le président, voire même de la même famille finalement, sur laquelle il y a des preuves sur les réseaux sociaux, et qu'inversement, il critiquait ouvertement une autre association concurrente, entre guillemets, eh bien, il faut être vigilant sur ce point, puisqu'on pourrait prouver une sorte de conflit d'intérêt ou de favoritisme. Donc, toujours faire attention sur la communication numérique, rester vigilant sur ce point pour ne pas qu'on vous reproche des éléments supplémentaires. Donc voilà, je suis passé assez rapidement sur la partie 3, donc obligation déontologique, déclaration de patrimoine à la haute autorité. Elles ont pour finalité de promouvoir une exemplarité renforcée en garantissant l'impartialité de l'action publique et en consolidant la confiance des citoyens dans nos représentants. Avant la quatrième partie, je vais tenter de reprendre plusieurs questions, donc quatrième et dernière partie, comme ça on aura un peu de temps pour faire les dernières questions. Alors, il y avait des questions que je n'avais pas prises. Donc, une question de Madame Laurence Malherbe. Est-ce qu'un nouveau décret est prévu pour revoir les modalités de désignation du référent déontologue, notamment pour sécuriser le recours au centre de gestion qui n'était pas prévu initialement? Alors, à ma connaissance, un nouveau décret n'a pas été pris. Il est possible qu'il soit prévu, mais nous n'avons pas d'informations particulières. Là encore, si vous le souhaitez, je pourrais regarder après le webinaire, faire une sorte de revue de presse pour voir si, à défaut d'une publication qui aurait déjà été faite, sa publication est attendue. Mais à ma connaissance, pas de nouveau décret attendu, en tout cas à court terme sur ce point. Donc une nouvelle question pour les déports d'élus, peut-il être présent à la réunion? Donc là, je pense à y avoir répondu. Combien de temps peut durer le conflit d'intérêts? Par exemple, s'agissant d'un élu ancien cadre nouvellement retraité
d'une entreprise titulaire d'un marché public ou d'un ancien président d'une association percevant une subvention communale. Donc, il n'y a pas de délai particulier sur la temporalité du conflit d'intérêts, donc il ne considère pas qu'il s'arrête finalement dès la démission ou la retraite, et on ne considère pas non plus, bien sûr, et de manière évidente, qu'il continue d'exister pour toujours finalement, alors même que l'élu en question, il a peut-être travaillé 2 ans, il y a 15 ans. Donc c'est vraiment au cas par cas finalement. Le juge administratif regardera finalement est-ce qu'il conserve toujours des liens avec l'ancienne entreprise, avec l'ancienne administration. Est-ce qu'il tente peut-être de favoriser certains anciens collègues ou pour l'entreprise des membres de sa famille, etc. Donc tout ça est jugé au cas par cas, mais concrètement, il n'y a pas de temporalité définitive finalement si vous attribuez si vous étiez membre d'une entreprise, mais que vous attribuez un marché public 15 ans après et que vous n'avez plus aucun lien dans celle-ci, on pourra difficilement considérer que ce sera un conflit d'intérêts. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. C'est vraiment au cas par cas sur ce point. Une question de Madame Emma Pévrode. Bonjour. L'élu doit-il se déporter lorsque la délibération autorise le lancement de la consultation et autorise la signature du contrat sans connaître à ce stade des attributaires? Donc, je comprends votre question dans l'hypothèse où il n'y a pas encore de candidature, d'analyse de candidature, que l'on n'ait pas la CAO, que l'on n'ait pas pour l'attribution, donc on lance ce marché sans avoir la certitude que l'entreprise pour laquelle on a un possible lien pourrait candidater. Dans cette hypothèse, effectivement, le déport ne me paraît pas nécessaire, à moins que l'on parte de la seule entreprise finalement de la région qui est toujours candidate et qui est toujours attributaire à ce type de marché classique. Mais si ce n'est pas le cas, le déport n'aura pas lieu à ce moment-là, mais plutôt pour la CAO si des membres ou pour l'attribution finale. Alors, une question de Madame Dufaux-Valérie, le directeur juridique d'un EPIC peut-il être déontologue de l'EPIC dont il est salarié? Là, on serait dans le cadre d'une incompatibilité puisqu'il serait agent finalement du même EPIC dont il est question. Donc, sans avoir de référence juridique en texte, la référence juridique en tête, pardon, ce serait probablement irrégulier sur ce point. On indique oui, une question de Madame Rodriguez. Est-ce qu'on indique les déports sur la délibération que le registre des déports? C'est tout à fait ça, tout à fait. Merci Catherine pour les derniers replays. Je vais maintenant passer à la dernière partie, comme ça on sera pile dans le temps, on pourra prendre un peu plus de temps si vous avez d'autres questions pour cette partie. Donc, introduction au délai de prise illégale d'intérêt, actualisé. Actualisé pourquoi? Eh bien parce que la loi Gatel a là encore modifié ce délit. Donc, on va voir la nouvelle définition. Donc, le délit de prise illégale d'intérêt vise à prévenir toute confusion entre intérêt privé et intérêt public dans l'exercice des fonctions publiques. Il est toujours à l'article L432-12 du Code pénal et il a été modifié, donc toujours par cette loi Gatel, du 22 décembre 2025. Je vais vous dire la définition. Constitue de délit de fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectif dans une entreprise ou une opération dont elle assure, au moment de l'acte, tout ou partie de la surveillance de l'administration, de la liquidation ou du paiement. Donc c'est un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement, éventuellement de 500 000 euros d'amende, montant pouvant donc être porté au double du produit tiré de l'infraction, indépendamment des peines complémentaires prévues par le Code pénal. Donc on voit finalement la gravité d'un tel délit s'il est qualifié. On va maintenant détailler qui est concerné, qui est exclu finalement, donc les auteurs potentiels dépositaires de l'autorité publique. Ici, on aura ce qui nous concerne le plus: élus, représentants d'État, fonctionnaires, personnes chargées d'une mission de service public, et ceux, y compris en l'absence de pouvoir décisionnel, dès lors qu'elles accomplissent pardon, des actes d'intérêt général, ainsi que des personnes investies d'un mandat électif public, donc élus locaux ou municipaux, avec une jurisprudence à acter. Donc, on a une exclusion des intérêts publics, voilà, sur ce point, ce qui permet de distinguer l'intérêt privé répréhensible de l'intérêt général légitime. Et on a une exonération, là encore une nouveauté pour motif impérieux d'intérêt général,
l'infraction n'est pas constituée lorsque la personne concernée ne pouvait agir autrement afin de répondre à un motif impérieux d'intérêt général, introduisant une cause légale d'exonération, pardon, destinée à éviter toute paralysie de l'action publique. Donc là, on aura une slide spécifiquement sur ce point pour que je puisse vous l'expliquer. Et on aura également des dérogations. Donc, quelles sont les dérogations? Tout ça, vous pouvez le retrouver dans l'article L432-12 du Code pénal. C'est pour ça que je passe un peu vite sur ce point, si vous avez des questions par la suite. Donc, on a des dérogations applicables aux communes de 3500 habitants au plus. Ici, les maires adjoints et conseillers municipaux délégués peuvent toujours traiter avec la commune pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros, et ce, sans que le délit soit qualifié pour autant. On a également, dans les mêmes communes toujours, les élus concernés peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour une habitation personnelle, conclure des baux d'habitation avec la commune, et ce, sous réserve d'une estimation préalable par le service du domaine ainsi que d'une délibération motivée du conseil municipal. Donc là encore, pour ces strates de communes, pas d'interdiction sur ce point. Et on a également des possibilités d'acquisition pour activités professionnelles. Donc les élus pourront, dans ces communes, acquérir un bien appartenant à la commune en vue de la création, le développement de leur activité professionnelle à un prix au moins égal à l'évaluation du service des domaines. Donc pas de prix d'amis, entre guillemets, finalement, ou de sous-valuation. Et là encore, l'opération doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal, et ce, quelle que soit la valeur du bien. Ici, je vais vous présenter les éléments constitutifs du délit. Donc, depuis la loi Gatel, l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt, il est caractérisé lorsque l'intérêt privé est de nature à altérer l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne concernée, et ce, marquant un recentrage de l'infraction sur les situations d'influence réelles et démontrées. Donc, il s'agit ici d'un intérêt privé qui est clairement distinct de l'intérêt public. Et on a une illustration jurisprudentielle finalement donc sur l'ancien régime, mais qui s'applique ici, vu que c'était un intérêt privé, donc participation active d'un élu à une délibération municipale, alors qu'il est potentiellement et personnellement intéressé à l'affaire à examiner, suffit à caractériser le délit de prise illégale d'intérêt, ainsi qu'il ressort de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1999. Donc c'est vraiment cette altération d'impartialité, de l'indépendance ou de l'objectivité, de par cet intérêt privé qui agit finalement sur l'intérêt public, l'intérêt général. Critère de l'altération, donc c'est à la fois une réforme sémantique, ce terme altéré, mais c'est également substantiel, puisque concrètement, l'intérêt privé en cause doit être de nature à altérer l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité, ce qui resserre le champ d'application de l'incrimination. Donc un intérêt privé qui n'aurait pas d'impact sur, et qui n'altérerait pas finalement ces trois éléments, hein, impartialité, indépendance ou objectivité, rendrait difficile la qualification de prise illégale d'intérêt. Donc c'est un resserrement finalement de ce délit pour traiter finalement les cas les plus graves. Et c'est d'ailleurs l'objectif qui est voulu et poursuivi par le législateur, puisque celui-ci considérait que les élus finalement étaient peut-être un peu trop, sentaient finalement un peu trop de risques et avaient peut-être un peu peur finalement sur des actes finalement communs de se prononcer. Donc le législateur a voulu recentrer l'application de la loi pénale sur les situations d'influence réelles et démontrées, et ce en excluant les hypothèses purement théoriques ou dépourvues d'effet sur la décision publique. Donc il faut tout de même altérer ou pouvoir altérer la décision publique, et pas juste que ce soit purement théorique ou sans effet mécanique ou causal sur cela. Donc, c'est le critère d'altération qui est particulièrement important. Vu que la réforme est récente, on n'a pas encore de jurisprudence finalement ou d'interprétation concrète sur ce que serait une altération ou ce que ne serait pas celle-ci. Il faudra attendre les premières décisions, mais on a tout de même ces éléments assez concrets, donc de nature à modifier, altérer, avoir un impact concret, conséquent sur la décision et pas seulement théorique. Ici, nouveauté intéressante, c'est également le motif impérieux d'intérêt général. Donc, finalement, on a un resserrement de ce délit, on a même un motif d'exonération lorsque l'on considère que l'élu ne pouvait pas faire autrement,
Et il s'agit donc de ce motif impérieux d'intérêt général. Et la portée de cette exonération est la suivante, c'est protéger les élus ou le décideur public lorsque l'action entreprise est indispensable à la continuité du service public. Concrètement, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution juridiquement ou matériellement possible, notamment par rapport au temps, à la possibilité tout simplement concrète de faire autrement, et il n'y a pas de possibilité d'agir autrement. Donc là encore, même problème, vu que ça date d'un mois ou deux, il n'y a pas de jurisprudence, de réponse ministérielle ou de doctrine qui expliquerait quels seraient ces cas de motifs impériaux d'intérêt général. Mais il est probable finalement que cette exonération suppose une appréciation stricte de circonstances qui repose sur l'absence d'alternative réelle, le caractère impératif et immédiat de la décision prise. Donc voilà, sur ce point, c'est tout de même un faisceau d'indices assez important et substantiel qui permettrait éventuellement de rester dans la cause légale d'exonération de par ce motif impérieux d'intérêt général. Et surtout, c'est un verrou pénal qui est destiné à éviter toute paralysie de l'action administrative. Donc, s'il n'y a pas d'autre choix, finalement, on ne pourra pas reprocher aux élus finalement d'avoir agi. Donc ça permet finalement que les élus justement agissent au regard de l'intérêt général et non pas restent paralysés de peur de protéger leurs responsabilités pénales sur ce point. Donc d'où l'intérêt de ce nouveau motif impérieux d'intérêt général. Donc là encore, on a des communes de moins de 3500 habitants ou égales à 3500 habitants. On a évoqué cela dans des slides précédents, donc possibilité de traiter avec la commune dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros, possibilité d'acquérir ou de louer à titre personnel et possibilité d'acquérir pour une activité professionnelle sur ce point, en sachant bien sûr que les lieux intéressés devra s'abstenir strictement de participer à la délibération. Peines encourues, quelles sont-elles, pardon, donc 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende éventuellement, avec la possibilité que ce soit le double du produit tiré de l'infraction. Et ici, je vais vous proposer là encore des exemples de cas pratiques. Donc, Olivier Dussopt, ancien ministre que vous connaissez peut-être, voire sûrement, était condamné en 2025 par la Cour d'appel de Paris, notamment pour favoritisme, mais également prise illégale d'intérêt, puisque lorsqu'il était maire à l'époque, il avait attribué un marché public d'un montant de 5 millions environ à une société à laquelle il avait communiqué des informations privilégiées et modifié de plus les critères de l'appel d'offres au bénéfice de cette entreprise, en ayant de plus des parts indirectes finalement dans cette société. Donc c'est à la fois condamnation pour favoritisme, il me semble que c'est l'article L432-14 du Code pénal, mais également le tiret 12, prise illégale d'intérêt, puisque là on était clairement dans les atteintes à la probité des personnes investies d'un mandat électif. Donc ça, c'est l'exemple concret, évident, parfait, entre guillemets, sur l'hypothèse de marché public. On a une décision également un peu plus nuancée en urbanisme. Et là encore, vous pourrez retrouver la décision dans le support que vous recevrez. Concrètement, dans une décision du 27 octobre 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé que la participation d'un élu intéressé à l'élaboration d'une décision d'urbanisme n'est pas forcément illégal. Donc, même s'il est fortement recommandé de se déporter, de ne pas participer, comme on l'a vu dans les questions posées, il n'y a pas d'automaticité de l'annulation ou de l'illégalité de la délibération. Mais ici, on considère que euh, finalement, il n'y a pas eu l'existence d'un intérêt personnel suffisamment distinct de l'intérêt public et surtout, il n'y a pas eu d'influence réelle et déterminante de l'élu sur la décision adoptée et sur ce qu'ont voté les autres élus sur ce point. Donc même si encore une fois, on ne peut que recommander de rester vigilant, de rester prudent, de ne pas participer si vous avez un doute sur la qualification d'élus intéressés, il faut retenir qu'il n'y a pas non plus d'automatisme sur l'illégalité de la décision. Voilà, c'est toujours au cas par cas finalement. Il peut y avoir une souplesse plus ou moins forte évaluée par le juge administratif sur ce point. Ce qui nous amène à la synthèse de notre partie 4 et dernière partie. Donc, je vais pouvoir prendre des questions s'il en reste, comme ça on sera pile à l'heure. Donc, le délit de prise illégale d'intérêt, article 432-12 du Code pénal modifié par la loi Cattel. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est vraiment prendre ou conserver un intérêt privé qui a été à l'impartialité de l'élu,
dans une opération qu'il administre, prépare ou surveille, et ce, même sans vote final. Ce qu'il faut retenir également, c'est le resserrement de l'infraction. Seul un intérêt privé est concerné et surtout, seule une influence réelle et démontrée qui aurait altéré la décision finale peut être pénalement sanctionnée avec tous les cas d'exonération et de sanctions qui ont été précisés. Donc, vous retrouverez également dans la cinquième partie de la présentation de l'offre Rural Consult. Je vais peut-être repasser aux questions s'il y en a. Alors, Alors, il reste une question et j'invite, comme on a encore, on peut encore prendre 3 4 minutes, j'invite les personnes auxquelles on n'aurait pas répondu. Vous pouvez lever la main et on prendra le temps. Et là, je vois une question. Les agents publics, DGS, DGA, DGST, doivent-ils faire une déclaration d'intérêt et de patrimoine auprès de la HTPV? ah oui, merci Catherine pour cette question, je n'avais pas vu. Alors, de tête, il me semble que ce sont uniquement les élus, maires, présidents, adjoints. Je n'en ai pas la certitude absolue, donc là encore, si vous pouviez nous appeler, on pourrait vous donner la confirmation définitive, mais il me semble qu'ils ne sont pas concernés par ces déclarations d'intérêt et de patrimoine. Et oui, n'hésitez pas à nous appeler dans l'après-midi. Il se peut que je n'avais pas tous les détails pour vos questions, que j'ai peut-être mal compris certains points. Donc comme ça, on pourra en discuter sur ce point-là en détail pour vous apporter une réponse précise et développée. Alors, c'est tout pour les questions. Merci à tout le monde. Donc, je vous rappelle hein, que vous avez la possibilité de poser vos questions au service de renseignement téléphonique Rural Consult. Je vous ai mis toutes les modalités pour accéder au service dans le chat. Et je vous enverrai dans les jours qui viennent le replay du webinaire ainsi que le support qui vous a été présenté. Merci à tous. Merci Merci à tous. Charles-Marie. Au Merci. Au revoir. revoir.